Salam alaikum, bonjour à tous ومرحبا بكم في هذه nouvelle vidéo هذه ماستر كلاس على la fonction du DPO. هذه المهنة الجديدة الخاصة بحماية البيانات الشخصية. هذه لا فيديو درناها à partir d'une visioconférence اللي درناها en ligne وين j'ai pu partager mes connaissances في هذا le domaine. Mais avant قبل ما نخليكم تشوفوا هذه la master class حبيت نهضر لكم على un projet qui est très important pour moi, un projet اللي رانا نخدموا عليه depuis plusieurs mois اللي هو DPO Academy. Alors, DPO Academy, c'est un projet avec nos partenaires pour créer une école de formation professionnelle dans le domaine de la protection des données personnelles ou des droits du numérique en général. Donc, nous avons développé des programmes de formation très intéressants, que ce soit dans le domaine de la protection des données personnelles, la fonction de le DPO ou dans le مجالات الأخرى المتعلقة بالقانون الرقمي يعني le droit du numérique en général. Et pour réussir à le projet, nous avons décidé de faire appel à des nouveaux partenaires, à des associés ou à des cofondateurs ou là même des investisseurs. يعني أي واحد يآمن بهذا le projet et il veut monter à bord, مرحبا به. Les ambitions de le projet كبار بزاف et nous avons décidé باش la première promo de DPO Academy تكون في septembre 2023 Inch'Allah. Donc si ce domaine vous intéresse, sachez que les préinscriptions chez DPO Academy, elles sont déjà ouvertes. Je vous laisse le lien de l'inscription dans la description de la vidéo. Voilà les amis, c'est un projet qui me tient à cœur ou les comptes avant la masterclass. Donc prenez une feuille et un stylo et je vous laisse avec la masterclass, la fonction du DPO. Salam. Salam alaikum. Alors. Allô, oui, bonjour. Et bonjour. Marhaba bikoum. Assalam. Donc d'abord, je vous remercie d'être présent. Vous êtes les premiers à être présents. Merci à tous. Je ne sais pas si vous arrivez à activer vos micros en fait. Est-ce que vous arrivez à Oui, activer? oui. Ah, ça marche. Oui, Pour tout le monde. Très bien, super. Il est 13h57. Donc on va attendre un petit peu. Le temps, le reste. Et ensuite, on va commencer. Donc le programme, il est très clair. On va parler de la fonction du DPO. On va voir quand même les points nécessaires à savoir concernant cette fonction, ou là, ce métier, ce nouveau métier. Alors il y a un nouveau arrivant, Monsieur Belkadi, marhaba bik, salam alaikum. Ah, راهم coupé le micro, je vous entends pas. راهم coupé le micro تاعك. Là, vous m'entendez normalement. Là, je Avec vous ça, entends Allah très يسلمك. bien. Marhaba bik, aslam. Allah يسلمك. Merci beaucoup. Donc voilà, comme on attend juste quelques minutes, à 14h05 maximum, on va commencer donc à présenter. En fait, on n'avait pas pensé qu'il y aurait quand même la volonté de participation des gens, donc ça nous fait plaisir. Merci à tous d'être présents. Merci pour votre participation. Donc le programme, on va voir rapidement. Donc ça va prendre Balak à peu près une petite heure. Donc juste une heure, on va juste voir les points les plus importants par rapport. Alors bonjour Maya, marhaba bik. On va voir rapidement la nouvelle fonction, donc le rôle du DPO, le profil du DPO, très important aussi. Nchoufou, qu'est-ce qu'elle dit la loi algérienne par rapport à cette profession, à cette fonction. Et on va finir par des expériences, donc de la pratique. On va voir des cas pratiques très importants. Et aussi, voilà, si vous aurez des questions peut-être à la fin, Agda, on pourra échanger. Je vois aussi qu'il y a plusieurs types de profils. Qu'il y a des juristes, qu'il y a des gens de la sécurité informatique qui s'intéressent à la fonction aussi. Il y a plusieurs types de profils. C'est le but en fait, parce que la fonction telle le DPO, ce n'est pas une fonction ou un métier qu'on peut apprendre à l'université. Bon, ça va arriver bien sûr, parce que qu'il y a un besoin énorme en matière de DPO, manage des DPO, alors que toutes les entreprises doivent mettre en place un DPO. Donc le profil, on va voir en détail le profil tel le DPO. Très bien, il est 14h05, on commence officiellement. Les amis, marhaba bikoum, et merci de participer à cette masterclass. En fait, c'est une conférence dans laquelle
nous allons parler de la fonction du DPO. D'accord? Donc nous avons un petit programme, j'ai préparé un petit programme باش نسيي voilà, pour vous transmettre un peu كامل les informations nécessaires fait le moment qui est un moment crucial parce que la loi 1807 elle entre en vigueur dans un mois et tout, donc c'est un moment très très important pour comprendre le métier en fait, pour comprendre voilà le profil, le rôle, la mission, les attributions, et on va voir tout ça ensemble. Voilà ce qu'on va voir. Je vais me présenter notre cabinet. Ensuite, on va faire un petit rappel à euh, la loi 1807. D'accord, la loi sur la protection des données personnelles. On va voir un peu les points les plus importants de la loi Hadi, mais il faut se mettre à la tête. On ne va pas aller dans le détail de cette loi. D'accord, on va juste rappeler les principes et on va passer directement le métier à le DPO. Ensuite, on va voir les défis quotidiens à le DPO. Donc, une fois que vous avez désigné par exemple un DPO l'organisme TACOM, ou là, si vous êtes désigné comme DPO, donc on va parler un peu les missions et les tâches quotidiennes d'un DPO. Qu'est-ce qu'il doit faire, quelles sont ses responsabilités et tout ça. Et on finira par un partage d'expériences. Donc je vais vous partager quelques expériences pratiques, donc c'est du vécu. Et on finira par les questions-réponses. Voilà, Hadawa le programme pour cette conférence. Donc je vais commencer par me présenter. Donc je suis Mohamed Ahmad. Je suis le fondateur de Ahmad Advisory. Ahmad Advisory qui est un cabinet juridique spécialisé dans le droit du numérique. On a créé le cabinet en 2020. Donc c'était au moment où il y a une grande demande l'Europe à le métier du DPO. Donc tout le monde était en train de chercher des professionnels de la protection des données personnelles parce qu'il n'y avait pas beaucoup. Et on a commencé à travailler avec des clients en Europe. Donc Anna personnellement l'expérience à la protection des données personnelles, je l'ai commencé avec le RGPD. D'accord. Le RGPD, c'est le règlement général sur la protection des données personnelles. Il est applicable à l'Europe et tout ça. Donc, on a passé depuis 2020. Donc, on fournit des services de conformité les entreprises par rapport au RGPD ou d'autres réglementations à la protection des données personnelles. Et aujourd'hui, on travaille avec des clients en Algérie pour les aider à mettre en place les procédures de conformité TAHOM, donc tout ce qui concerne la protection des données personnelles. Un point très important à mentionner, c'est qu'on est un cabinet, on va dire, un peu moderne. Donc on est un peu sur les réseaux, on partage du contenu, le domaine TANA, et voilà, on aime partager l'information parce que c'est très très important que tout le monde soit sur le même niveau d'information. Voilà, donc ça c'était pour se présenter rapidement. Donc maintenant on passe à la loi 1807. Donc on va parler rapidement de la loi 1807. La loi 1807, j'imagine déjà, je pars du principe que vous êtes au courant de cette loi et que vous avez déjà les notions de base concernant la réglementation. D'accord. Mais rapidement, si on veut l'expliquer rapidement d'ailleurs, on peut dire que la loi 1807, elle représente le cadre juridique ou la référence juridique en termes de protection des données personnelles. D'accord. La loi, elle a été publiée en 2018. Il y a une raison pourquoi elle a été publiée en 2018, c'était avec l'arrivée du RGPD. D'ailleurs, si vous regardez les réglementations africaines, c'est-à-dire Kamel l'Afrique, la plupart des lois, en 2018. Donc, quitte le RGPD en vigueur, il a poussé Kamel les pays et déroulent leur propre réglementation sur la protection des données. Donc, la loi 1807, elle a été publiée en 2018, mais elle n'est pas entrée en vigueur. Pendant 5 ans, elle a pris 5 ans de maturation à peu près, être en vigueur parce qu'il fallait une préparation. Mais ce qu'il faut absolument savoir, c'est que la réglementation, elle va avoir un impact. D'accord. Elle va avoir un impact
très important l'économie en général, d'accord? Bon, j'ai pas envie de faire comme si ça qui fait peur ou là, ça fait pas peur, mais il faut se préparer à l'impact que va avoir de la réglementation. D'accord. Donc le principe, la principale, pardon, alors, c'est quoi exactement? Donc c'est ça, on est en train de parler de cette réglementation, donc c'est une loi qui représente le cadre juridique de la protection des données personnelles. Et les principes fondamentaux de cette loi est que elle donne, il calme les gens, d'accord, calme les personnes, calme le peuple algérien, elle leur donne des droits sur les données personnelles, d'accord. Donc chaque personne, elle a le droit de s'informer sur ses données personnelles, elle a le droit d'opposition donc au traitement de données personnelles. Donc elle a plusieurs droits. Donc en gros, la loi, elle a donné des droits, le camel, les gens qui ont des données personnelles un peu partout les entreprises. La loi tani le but ou l'objectif taha, c'est de préserver la vie privée des gens. Donc le principe c'est de protéger la vie privée des gens. Donc, on ne peut pas traiter les données TANAS comme ça, qui m'a avant. Donc, collecter des données personnelles, vendre des données personnelles, on ne peut plus faire ça de cette manière. Il faut se conformer à la loi pour pouvoir traiter des données personnelles. Sinon, il y a des sanctions, il y a des audits, il y a des contrôles qui peuvent avoir lieu. Donc, Hada, c'est à peu près pour comprendre c'est quoi exactement la réglementation. D'accord. Ensuite, si on parle des fondamentaux, les fondamentaux, c'est que la loi, elle a mis en place plusieurs principes. On peut dire que le premier principe, c'est que c'est la finalité du traitement. Ça veut dire quoi la finalité du traitement? Ça veut dire aucune entreprise publique, privée, personne physique même, c'est-à-dire n'importe quelle personne, que ce soit personne publique ou la privée, qui traite des données personnelles, il doit y avoir une finalité derrière. On ne peut pas collecter ou la traiter des données personnelles sans qu'il y ait de finalité précise. C'est le premier principe. Donc la finalité, elle est très très importante, il faut la garder en tête parce qu'elle permet ensuite de clarifier plusieurs choses. Donc quand on garde le principe de la finalité en tête, نقدروا نفهموا d'autres dispositions de la réglementation. La réglementation aussi parmi les fondamentaux, c'est le principe de la limitation de traitement. Donc on ne traite des données personnelles que pour une finalité bien précise. ما نقدروش نكوليكتيو des données ou l'utiliser sans avoir une limitation précise. Même la durée de conservation, on ne peut plus conserver des données personnelles de manière illimitée. Il faut qu'il y ait une date limite de conservation des données personnelles. Donc, les fondamentaux de cette réglementation, on peut parler aussi des droits des personnes concernées, tout à l'heure, les droits des personnes concernées. Elle a mis en place un système pour communiquer ou là pour travailler entre le responsable du traitement et le sous-traitant du traitement. Donc, par exemple, entre une société et son sous-traitant, on ne peut plus communiquer des données personnelles de manière aléatoire. Il faut absolument qu'il y ait un contrat de protection ou là, de traitement des données personnelles. D'accord, je crois que c'est l'article 38, loi 1807, qui évoque le point. Alors, on va partir maintenant de la terminologie. D'accord, la terminologie, il faut savoir qu'il y a des termes qu'on n'a pas peut-être l'habitude d'utiliser ou là de comprendre. Donc, je vais essayer de prendre les termes les plus fréquents dans le domaine de la protection des données personnelles et on va essayer de les expliquer. D'abord, le responsable du traitement. Alors, le responsable du traitement, la société qui collecte ou là, qui traite des données personnelles. La société, je m'explique, ça peut être une association, ça peut être un hôpital, ça peut être n'importe quoi. L'essentiel que c'est un organisme qui traite des données personnelles. Il s'appelle le responsable du traitement. Comment définir le responsable du traitement? Par exemple, si on prend une opération de traitement Agdaya, où il y a plusieurs intervenants, qui fait le responsable du traitement? Alors, il y a une seule règle qu'il faut garder en tête. Pour savoir qui est le responsable du traitement, il faut toujours appliquer le principe de la finalité.
La finalité, اللي هضرنا عليها tout à l'heure, le responsable du traitement هو اللي décide c'est quoi la finalité. Le reste كامل c'est des sous-traitants. Alors je vous donne peut-être des exemples concrets. Par exemple, votre entreprise pour le recrutement, elle fait appel à un cabinet de recrutement. Je connais le responsable du traitement, je connais le sous-traitant du traitement. Enfin, le cas, le responsable du traitement, c'est votre entreprise. Parce qu'elle a décidé de la finalité. Il est très important de faire la différence parce que votre responsabilité vis-à-vis de l'autorité, elle change. Si vous êtes responsable du traitement, c'est-à-dire que c'est vous qui avez décidé. Si vous êtes sous-traitant du traitement, c'est pas la même responsabilité. Donc c'est ça. Le responsable du traitement, la personne qui décide de la finalité du traitement, qui met en place un traitement de données personnelles. Ensuite, le sous-traitant du traitement, le sous-traitant, qui m'a le cas, le cabinet de recrutement, c'est un sous-traitant du traitement. Donc, il va traiter des données personnelles pour le compte d'un responsable du traitement. D'accord? Il va traiter des données personnelles pour le compte du responsable du traitement. Hada, c'est le sous-traitant du traitement. Ensuite, on peut voir déjà, on peut déjà définir, Tani, c'est quoi une donnée personnelle. Une donnée personnelle, c'est très 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 large. C'est large. Elle commence par votre nom et prénom et elle se termine par vos données de navigation sur Internet. Parce que même les données de navigation sur Internet, ça peut être des données personnelles. D'accord? Donc c'est très large. Pour définir la donnée personnelle, donc elle est définie par la loi, comme les réglementations, que ce soit le RGPD, la loi algérienne, tunisienne, marocaine, africaine, partout dans le monde, elle a la même définition. Une donnée personnelle, c'est une information qui permet d'identifier une personne directement ou indirectement. Donc une personne identifiée ou là identifiable. Donc n'importe quelle information que vous avez et que vous pouvez par laquelle définir qui est la personne propriétaire de cette donnée ou de cette information, c'est une donnée personnelle. C'est très très large. D'accord? Donc toutes les informations qui sont liées à des personnes, pas à des activités, pas à des entreprises. D'accord? Toutes les informations qui sont liées à des personnes physiques, c'est des données personnelles. L'adresse, le numéro de téléphone, je sais pas, tout ce que vous pouvez penser en fait. C'est des données personnelles. Donc il faut faire très très attention lorsque vous définissez la catégorie de données personnelles que vous traitez. On continue la terminologie, on peut parler de l'autorité de contrôle, la MPDP en Algérie, la CNIL en France, en Tunisie je pense que c'est la même dénomination, mais عندهم pratiquement le même rôle. Une autorité de traitement ou une autorité de contrôle dans le traitement des données personnelles, c'est un organisme. En Algérie, il est lié directement à la présidence, d'accord? Donc, l'importance il n'est pas lié au premier ministère, il n'est pas lié au ministère de la justice ou là, donc il est lié directement à la présidence de la République pour lui donner la puissance. Ensuite, le rôle de l'autorité, c'est de veiller à ce que tous les responsables du traitement ou tous les intervenants les données personnelles soient en conformité avec cette loi. Donc c'est l'objectif de l'autorité AMPDP. Ensuite, on a plusieurs missions. On a la mission aussi d'informer les gens, d'informer les personnes concernées, d'informer aussi les responsables du traitement et les sous-traitants. Donc on a un rôle très important dans l'information. Et elle a plusieurs rôles aussi. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est son rôle d'auditeur ou là de contrôleur. Parce que l'autorité, elle contrôle les sous-traitants et elle contrôle les responsables du traitement. Elle peut effectuer des opérations de contrôle ou là d'audit. On va voir d'ailleurs les cas pratiques à quoi ressemble un audit de l'autorité de contrôle. On va le détailler parce que voilà, j'avais une expérience avec un audit de traitement des données, donc deux types d'audits, un audit d'une autorité de contrôle et un audit d'un responsable du traitement. Voilà, donc Hada c'était pour l'autorité. Je aussi comme terminologie qu'on peut expliquer dans la conférence.
on peut parler de la personne concernée. Alors la personne concernée, c'est la personne propriétaire, on va dire, de ses données personnelles. D'accord? Donc quand on dit la personne, quand on parle de personne concernée, c'est la personne qui collectée ou l'intérêt ou les données personnelles تاعهم. Donc هادوما les gens هما les personnes concernées. Ils peuvent être des clients, des prospects, des collaborateurs, c'est-à-dire du personnel. Ils peuvent être tout. D'accord, si vous avez un site internet et que vous collectez des données, donc c'est les utilisateurs de votre site internet. Si vous êtes un cabinet de recrutement, donc c'est les postulants. D'accord. هادو هما les personnes concernées. Les personnes concernées, c'est les gens qu'on collecte leurs données personnelles. Aussi, on parle beaucoup de traitement. Donc, le mot traitement, que veut dire le mot traitement de données personnelles? Alors, le mot traitement des données personnelles, c'est aussi très large. Il commence par la collecte, donc la collecte de données, جمع البيانات, جمع البيانات الشخصية, et ça peut aller très très loin parce que la collecte, le traitement, l'utilisation, l'enregistrement, la destruction, كامل هاد les opérations, نقولوا لهم un traitement. D'accord. Y compris, par exemple, si vous ce qu'on appelle l'interconnexion entre les données personnelles. Si vous prenez plusieurs types de données personnelles et que vous les utilisez ensemble, c'est une opération de traitement à part. D'accord. Donc le traitement de données, c'est très large. Ça peut, ça commence par la collecte, qui est le moyen le plus simple de traiter des données personnelles, la collecte, et aussi faire plusieurs types de traitements qui marquent l'enregistrement, l'utilisation, le fait de consulter. Hein, le fait de consulter un fichier de données personnelles, c'est une opération de traitement. D'accord? Donc le fait de juste pouvoir accéder à des fichiers qui comportent des données personnelles, ça c'est une opération de traitement. Alors pour la terminologie, je pense qu'on a terminé, je ne vois pas d'autres termes, sinon vous pouvez me le dire, il n'y a pas de souci si vous avez des questions à une terminologie que voilà, que vous ne comprenez pas, là il n'y a pas de souci. Ensuite, on continue avec l'impact. Alors, Anna, j'ai eu la chance de vivre en fait l'impact qu'a eu le RGPD en Europe. Bon, je dis pas que ça va avoir le même impact en Algérie, la loi 1807, mais j'ai vécu cette partie où toutes les entreprises, nous voilà, dans une situation où ils devaient se mettre en conformité avec la loi. D'abord, il faut savoir l'entrée en vigueur de cette loi, euh, elle va pas avoir un effet d'explosion. D'accord? Du jour au lendemain, l'autorité, elle va contrôler tout le monde. Non. Ça va prendre un temps d'adaptation, un temps de compréhension. D'accord? Pour que les responsables du traitement comprennent de quoi il s'agit. Mais après, c'est sûr qu'il y aura des opérations euh, de, de, de contrôle et d'audit des entreprises, par secteur, peut-être par catégorie d'entreprise. Donc, il y aura sûrement des opérations de contrôle et d'audit après l'entrée en vigueur de cette loi. Donc, l'impact taha حيكون على les entreprises de manière directe, ça sera une grande opération de sensibilisation. Donc il faut sensibiliser les collaborateurs ou le personnel à les entreprises parce que déjà c'est une exigence légale. D'accord. Ensuite, تاني حيكون عندها un impact sur les opérations commerciales en général parce que à partir d'un certain temps, vous allez voir que toutes les entreprises et où ont des exigences en matière de protection des données personnelles. Je vous donne un exemple. Si vous prenez par exemple une société, les tradem dans le cadre des marchés publics, donc elle prend des marchés dans l'informatique par exemple, je ne sais pas, et, elle va voir que dorénavant les cahiers de charges, il va y avoir une partie flanotation qui va être liée à la protection des données personnelles.
Donc, est-ce que votre entreprise a mis en place des procédures de protection des données personnelles? Donc, ça va être un critère de sélection. D'accord? Ça va être un critère de sélection pour beaucoup de marchés. Et vous allez voir aussi les mêmes, le secteur d'activité comme n'importe quel secteur, il va être impacté par cette réglementation. Donc, le mieux c'est de commencer les démarches de conformité. Comme ça, vous allez être voilà, vous allez être au niveau des exigences qui vont arriver sur le marché. Voilà, c'était tout pour la partie introduction à la loi 1807. Maintenant, on va passer le métier du DPO. On va détailler le métier du DPO. On va passer au DPO. Alors, le DPO, c'est le Data Protection Officer. Ok? Donc ça, c'est l'appellation en fait qu'on trouve le RGPD. Il plusieurs noms aussi. On peut l'appeler le Data Privacy Officer. On peut l'appeler aussi le délégué à la protection des données personnelles. En Algérie, il faut savoir, SMATO, l'autorité, le représentant à la protection des données personnelles. Donc, moi personnellement, je travaille comme Data Protection Manager. Donc, la dénomination, elle change. Elle change. Mais le rôle reste le même. D'accord? L'objectif de ce métier reste le même. Mais la dénomination, elle change. D'accord? Euh, il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs réglementations qui ont défini le poste de DPO. Qui met le RGPD qui a tout un chapitre qui parle du DPO. Donc on vous explique c'est quoi le DPO, quel est son rôle, comment le désigner, la mission principale TAO, comment il collabore et tout ça. Par contre, qu'il y a d'autres réglementations qui m'a la loi 1807, les madkaratouche complètement. Donc si vous prenez la loi 1807, vous n'allez pas trouver un article où là, les yahdar ala le DPO. Par contre, Win Hadaru en Algérie, c'est dans le site de la MPDP. Donc les recommandations de l'autorité de contrôle, c'est là où nous avons trouvé les informations ou là ce que pense l'autorité du DPO. Je vous donne juste rapidement, Tani, très important, si vous avez l'occasion, je vous le recommande très très sérieusement, c'est d'aller lire le RGPD, d'accord, c'est surtout cette partie qui parle du DPO, parce que là, on va voir vraiment, vous pouvez trouver vraiment des informations très importantes sur le rôle, la mission, la façon de le désigner. On trouve par exemple que la désignation, elle se fait sur la base des qualités professionnelles, d'accord. Donc le DPO, on ne peut pas désigner n'importe qui comme DPO. Il doit avoir des compétences en matière de protection des données personnelles. Il n'y a pas de DPO sur le marché algérien. On n'a pas produit des DPO. Mais on a beaucoup de profils, on peut trouver des profils juridiques. Les عندهم un background peut-être dans la sécurité informatique. C'est les meilleurs profils en fait pour assurer la mission tel le DPO. On peut désigner un DPO externe, donc il ne fait pas partie du personnel, donc mais il conche un employé directement la société, mais on peut désigner un DPO externe. Le point il est très clair dans le RGPD, il est bien précis. Ou on peut désigner le DPO faisant partie du personnel ou là, un collaborateur qui travaille dans l'entreprise. Donc si on n'est pas juriste, j'ai pas vu la question, désolé. Alors, en Algérie, on a appelé la loi 1807, elle n'a pas précisé le point. Donc elle n'a pas parlé du DPO. Mais par contre, sur le site de la MPDP, on peut trouver une partie très très importante, les hadarat, une recommandation très très importante, les tkelmet à le DPO. D'accord. Et je pense que la recommandation, elle a vraiment résumé en fait
le métier du DPO. D'accord? La partie, c'est juste une partie qui a résumé ce que attend l'autorité des responsables du traitement ou là, des entreprises qui traitent des données personnelles. Donc on va lire le point et on va essayer de comprendre ce qu'on veut dire entre les lignes. D'accord? Donc qu'est-ce qu'elle dit la recommandation? Elle dit qu'il est absolument nécessaire que chaque organisme ou personne physique concernée par le traitement des données à caractère personnel désigne son représentant habilité. Donc on met une ligne tête habilité. Ayant un profil approprié. Donc on ne peut pas désigner n'importe qui s'occupe principalement, donc là on parle de sa mission, établir la cartographie des traitements, assurer le suivi, sensibiliser les utilisateurs des traitements sur les dispositions et normes de conformité citées dans la loi 1807. Point. Ce représentant doit être indépendant. On met deux lignes indépendant et avoir un accès direct au premier responsable de l'organisme pour lui signaler. Donc pourquoi il doit avoir un accès direct, le premier responsable d'un organisme? Pour lui signaler les cas de violation de la loi 1807 qui peuvent survenir. Ce représentant est le point focal de l'AMPDP. Donc j'ai rien modifié. Le texte, c'est le texte que vous trouvez sur le site de l'AMPDP, les recommandations. D'accord? Le texte. Si on regarde bien le texte, on va comprendre plusieurs choses. On va comprendre que c'est très nécessaire de désigner un DPO. Alors, à partir de quel niveau, ou là, à partir de quel chiffre d'affaires, ou là, à partir de quelle taille d'entreprise, c'est pas précisé. Par contre, par exemple, si vous prenez d'autres pays, c'est précisé, et par exemple, à partir de 200 salariés, vous êtes obligé d'avoir un DPO. C'est pas précis. Il est absolument nécessaire que chaque organisme, on parle d'organisme, donc étatique, privé, tout le monde, chaque organisme, ou même si c'est une personne physique, par exemple, il y a des gens, personnes physiques, mais une organisation, une petite organisation qui traite beaucoup de données personnelles à titre commercial. Donc c'est pas à titre privé, mais à titre commercial. Donc il est concerné aussi par la désignation du DPO. Ensuite, donc l'appellation, DPO, mais ils l'ont appelé représentant habilité ayant un profil approprié. Donc nous allons voir en bas de le profil approprié, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Il est donc le représentant habilité. C'est pas précisé s'il doit être salarié de l'entreprise ou là, il peut être externe. Donc un cabinet qui est notre cabinet Ahmad Advisory, est-ce qu'il peut être le DPO d'un organisme ou pas? C'est pas précisé. Mais a priori, en règle générale de le canon en général, c'est autorisé puisque ce n'est pas interdit. Ensuite, la mission Tao, c'est pas très précis, mais ils ont mentionné la mission. Donc, ils s'occupent principalement de établir la cartographie des traitements. Il y a le diagnostic de tous les traitements d'un organisme, assurer le suivi. Donc, il doit assurer le suivi sur 3 volets, les hanchofaham après. On a aussi la mission de départ qui est très importante, la sensibilisation des utilisateurs des traitements. Donc, en quelque sorte, le DPO Hadaya, il doit installer une culture de traitement de protection des données dans l'organisme. D'accord? Il doit installer une sorte de culture, où les collaborateurs, surtout, les ont accès aux données personnelles, les collaborateurs, ils sont sensibilisés ou ils savent les risques en matière de protection des données personnelles. Ce représentant doit être indépendant. C'est pas précis. Ça veut dire quoi ce représentant doit être indépendant? Est-ce que ça veut dire qu'il va être indépendant de l'entreprise, c'est-à-dire il doit être externe? Non. Il peut être un salarié de l'entreprise, mais il doit être indépendant dans sa fonction. Parce que le métier de DPO a une relation directe avec l'éthique de l'entreprise. Une entreprise les
les obligations taha et tout, elle doit mettre en place un DPO qui sera indépendant. Donc il n'est pas influencé par les autres départements de l'entreprise. D'accord? Si il fait une enquête ou un audit et il remarque qu'il y a des violations de traitement des données dans tel ou tel département, il doit avoir un accès direct, qui est la recommandation, il doit avoir un accès direct au responsable de l'organisme pour lui signaler la violation. Et si on regarde la loi 1807, elle dit qu'il doit aussi signaler les violations l'autorité. D'accord, c'est pour ça qu'on parle d'indépendance. Ça veut dire qu'il est indépendant des autres départements. Il ne doit pas être, influencé par les autres départements. Donc il doit mener sa mission en totale indépendance et il doit avoir une éthique dans sa mission. Très bien. Hadi, c'est la recommandation. Ou la hada, c'est le seul texte qui explique le DPO في الجزائر. D'accord? ما كاش un autre texte. ما كاش في la loi, ما كاش ailleurs. C'est le seul texte. Donc, on a essayé de voir quand même les points اللي يحكيو عليه. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Maintenant, on va passer, voilà, le profil du DPO. On va essayer de faire plus rapidement. Alors, le DPO, il doit absolument avoir des compétences juridiques. C'est très nécessaire. Donc, pour moi, personnellement, les DPO, les تعاملت معاهم et tout, نقدر نقول لكم باللي 90% ils sont des juristes. Ils sont de formation juridique. Donc, ils viennent d'un background juridique. Ensuite, ils ont besoin de compétences techniques. Ça ne veut pas dire que les autres profils ne peuvent pas devenir des PO aussi. Surtout les responsables de sécurité de l'information en entreprise, ou là les gens qui sont issus d'une formation de sécurité des données, la sécurisation des données, ils ont un bon profil pour être des PO. Mais voilà, donc si on reste sur le profil parfait, c'est un profil juridique avec des compétences techniques en matière de sécurité informatique ou sécurité de l'information. Ensuite, كما شفنا في la loi algérienne et même d'ailleurs dans les réglementations, on parle toujours d'indépendance et d'impartialité. Maintenant, le DPO, il doit être indépendant de sa mission. Il ne peut pas être influencé par n'importe quel autre département d'une entreprise. Donc sa mission a un côté éthique pour pouvoir l'amener à la perfection. C'est très important qu'il soit indépendant et impartial. Il doit avoir aussi des compétences de gestion et de communication parce que Kimashfna, c'est un rôle très important. Il n'est pas facile de mener cette mission, donc il est très important d'avoir des compétences en gestion de projet, de communication parce qu'il doit sensibiliser et informer les collaborateurs, le premier responsable de l'entreprise et même l'autorité, même les personnes concernées. لازم تكون عنده هذيك la compétence de communiquer et de transmettre l'information les gens qui sont impactés par cette réglementation. D'accord? Et au final, donc c'est une question d'éthique et d'intégrité parce que le profil tel le DPO, il doit être une personne intègre, une personne qui respecte l'éthique. Donc un peu les exigences pour le profil du DPO. Maintenant, on va passer à la désignation. Alors, est-ce que la désignation d'un DPO est une obligation juridique en termes, c'est-à-dire si on réfléchit en termes juridiques, si on prend la loi 1807, il n'y a aucune exigence légale de désigner un DPO. Mais si on prend les recommandations de l'AMPDP, on comprend qu'il est absolument nécessaire. Les autres réglementations ailleurs, que ce soit en Europe ou là en Afrique, ils ont mentionné que le DPO, la désignation d'un DPO, est une obligation légale. Donc vous devez juridiquement désigner un DPO. En Algérie, on ne trouve pas d'article qui parle de cette obligation, mais par contre, donc on voit très très bien que l'autorité l'a fortement recommandé, donc elle a fortement recommandé la désignation de ce DPO. Donc est-ce que c'est une obligation juridique? Légalement non, mais pratiquement
bien sûr que ça soit une obligation. L'importance de la désignation d'un DPO, pourquoi c'est très important de désigner un DPO? Parce que si on regarde la mission, ou c'est-à-dire pour se mettre en conformité avec cette loi, il est absolument nécessaire de désigner un DPO. D'accord? Euh, dans certains cas, le mieux c'est de désigner une équipe qui va être chargée de la protection des données, les organismes. Je parle des grands organismes. Il y a beaucoup, c'est-à-dire lorsque ça dépasse une certaine taille, une seule personne, donc un DPO sans équipe, il ne peut pas gérer comme les exigences de cette mission. D'accord? Donc il lui faut une équipe pour pouvoir assurer cette mission. D'accord? Donc l'importance de la désignation d'un DPO, euh, on peut l'avoir sur le court terme, sur le moyen et sur le long terme. Parce que voilà, sur le court terme, c'est la mission de sensibilisation, la mission de mettre en place les process et les procédures de traitement des données personnelles de l'organisme l'IRDMFE. Et sur le long terme et sur le moyen terme, c'est de prouver que l'organisme il respecte les exigences de conformité de la loi et aussi voilà. Donc c'est très très important de désigner un DPO sur tous les termes. D'accord? Alors comment désigner un DPO? Déjà il faut trouver le bon profil. Même si vous n'avez pas le bon profil, il faut trouver un profil le plus qui se rapproche le plus des exigences de cette mission et ensuite le former un peu sur les autres thématiques peut-être qu'il ne maîtrise pas. D'accord. On ne peut pas trouver quelqu'un qui maîtrise tous les points de la fonction telle le DPO. D'accord. On peut donc engager ou là, ça peut, le DPO au départ il peut être un juriste ou là un professionnel de la sécurité informatique et ensuite on le forme la discipline les mêmes les bien. Par exemple si on prend un juriste, on a besoin de le former la sécurité des données, le cryptage, l'anonymisation des données, le contrôle d'accès. Une fois qu'il comprend tout ça, donc il peut assurer la mission et vice versa. Par exemple, si on prend un professionnel de la sécurité informatique, on peut le former sur des thématiques juridiques pour pouvoir exercer la profession. Donc, en fait, pour les juristes, parce que je pense qu'il y a beaucoup de juristes qui s'intéressent par cette fonction, pour les juristes, je vous recommande fortement le RNSI, le référentiel national de sécurité informatique ou de sécurité de l'information. C'est un document de référence qui résume les points de la sécurité de l'information et que chaque DPO doit maîtriser, doit connaître minimum et maîtriser pour pouvoir exercer la mission TAO. Voilà, donc c'était ça pour la désignation. Alors, une fois qu'on désigne un DPO, il faut savoir qu'il faut le communiquer l'information à l'autorité parce que, comme on a vu, c'est le point c'est le point focal la conformité entre l'autorité et l'organisme. D'accord? Donc l'autorité, si elle a besoin de communiquer, elle parle avec le DPO et vice versa. Donc même si l'autorité, si pardon, le responsable du traitement, s'il veut communiquer avec l'autorité, il doit donc passer par le DPO. Il doit désigner un DPO qui sera le point de communication avec l'autorité. Voilà, donc ça c'était par rapport à la désignation. Maintenant on va voir un peu la mission principale du DPO. Le DPO, nous pouvons le chauffer comme le chef d'orchestre de la conformité. D'accord? Donc c'est lui qui gère quand même la conformité de l'organisme. Ok? Ando, la principale mission il y a d'assurer la conformité de l'organisation, de l'organisme avec les dispositions de la loi 1807. D'accord, ça c'est la mission principale TAO. Après, si on veut préciser plus, donc la mission principale du DPO est de veiller à ce que l'organisation traite les données personnelles de manière légale, éthique et sécurisée, tout en respectant les droits des personnes concernées, donc le droit à l'information, à la rectification, à l'opposition, et voilà.
d'accord, donc les quatre droits des personnes concernées. Donc هذه هي la mission principale du DPO. Ensuite, on va voir les attributions, d'accord, le rôle en fait du DPO. Le rôle du DPO, premièrement, il doit être un point de conseil et de sensibilisation. Donc la mission de sensibilisation du DPO, c'est comme un planning. D'accord. À chaque fois, il doit sensibiliser, faire des nouvelles sessions de sensibilisation pour les collaborateurs qui traitent beaucoup de données personnelles ou là qui ont des accès favorisés. D'accord. Par exemple, si vous prenez les RH, par exemple, dans des grandes entreprises, il y a beaucoup de données personnelles qui sont traitées. Peut-être il y a des données sensibles, des données de santé des collaborateurs. Donc, le responsable RH ou là, le personnel qui travaille les ressources humaines, il aura un accès à toutes ces données personnelles. Donc le DPO, il doit les sensibiliser par rapport à ces données personnelles. Une fois qu'ils sont sensibilisés, ils peuvent mettre aussi en place des avenants au contrat pour signer des engagements de protection des données personnelles. Tout ça, c'est très important en cas de contrôle, hein. En cas de contrôle de l'autorité, c'est sûr qu'elle va vous demander, en termes de sensibilisation et de formation, qu'est-ce que vous avez fait pour sensibiliser votre personnel. Et là, un bon DPO, il aurait fait des sessions de sensibilisation où il qu'on des modifications dans les contrats et tout pour montrer que le personnel a été informé et sensibilisé par rapport à l'importance des données personnelles. Il faut savoir aussi parmi les attributions du DPO, on a le mettre en place et l'application des process. Donc il doit mettre en place des process de sécurité des données personnelles, des process de confidentialité, donc une charte de confidentialité ou là de secret professionnel. Il doit mettre en place, déjà, il doit commencer par mettre la politique générale ou là, le dispositif général de protection des données personnelles dans son organisme. Donc en termes de process, il doit mettre en place des process qui vont permettre de voir la manière avec laquelle il va assurer la protection des données personnelles de l'organisme. D'accord. Ces process, ils sont très très importants parce que c'est les premiers documents que l'autorité peut demander en cas de contrôle. D'accord. Si demain votre entreprise elle est donc par exemple elle fait l'objet d'un d'un contrôle ou là d'un audit, la première chose qu'ils vont demander, c'est votre registre de traitement, c'est vos procédures, d'accord. Donc il faut absolument mettre en place les procédures et les mettre à jour à chaque fois. Alors ensuite, on a évaluation et surveillance des risques de violation des données personnelles. كما شفنا في هذيك la recommandation de l'autorité AMPDP, ils ont mentionné que le DPO, il doit avoir un accès direct le premier responsable. Pourquoi? Pour pouvoir lui signaler les violations. D'accord. Qui connaît des violations de données personnelles en entreprise, il faut les signaler. D'accord. C'est une exigence réglementaire qu'il faut respecter et c'est l'une des attributions du DPO. Ensuite, la communication avec l'autorité de contrôle, donc qui aussi parmi les attributions de le DPO, c'est qu'il est le point focal entre l'autorité et le responsable du traitement. Très bien. Maintenant, on va voir rapidement les défis quotidiens du DPO. Donc, au jour le jour, qu'est-ce qu'il doit faire le DPO? Tous les jours, c'est quoi? Alors, il faut savoir les défis, on peut les partager en trois. Ou le travail journalier ou les tâches journalières d'un DPO, on peut les partager en trois. On a d'abord la conformité en interne. La conformité en interne, c'est l'une des défis majeurs du DPO. Parce que faire la sensibilisation du personnel concerné, il faut à chaque fois
les sensibiliser pour développer la culture de protection des données personnelles. Donc c'est ça, installer la culture data protection la boîte. Donc l'entreprise, à chaque fois, on a des sessions de sensibilisation. Les collaborateurs, ils vont commencer à faire attention à ne pas divulguer des données personnelles, à ne pas copier des données personnelles les flash disk تاعهم, ou les prendre ou les communiquer à d'autres personnes sans avoir l'autorisation. Donc de cette manière, petit à petit, on commence à avoir une culture data protection dans l'entreprise. D'accord? C'est parmi les défis quotidiens du DPO. Ensuite, on a la mise à jour des documentations internes. Comme on a vu, il doit mettre en place des procédures, il doit mettre en place aussi des contrats de protection des données, mais les sous-traitants de traitement. Il faut sécuriser l'aspect parce que on peut être sanctionné pour le mauvais choix d'un sous-traitant. Si notre sous-traitant ne respecte pas la protection des données personnelles, on peut faire l'objet d'une sanction. Donc voilà par rapport à la conformité en interne, et aussi de la mission de l'évaluation des risques et le suivi des violations internes. D'accord, donc il doit absolument faire des audits, peut-être pas au départ, mais après le DPO راح يكون عنده le rôle t'as un auditeur interne, d'accord, ou là quelqu'un de l'équipe t'as le DPO. Tout dépend la taille de l'entreprise. Donc si on a une grande entreprise, un DPO avec un auditeur interne, l'auditeur interne, il sera chargé de l'évaluation des risques, t'as les traitements de données, t'as les différents traitements de données personnelles. Très bien. Hada, c'est par rapport à la conformité en interne. Donc on a vu le DPO a des défis quotidiens la conformité en interne, ou tani a des défis au quotidien en matière de conformité en externe de l'entreprise. Donc quand on parle de la conformité externe, on parle directement des personnes concernées. D'accord? Il faut savoir que la loi 1807, elle oblige toutes les entreprises à permettre les personnes concernées de exercer les droits fondamentaux. Le droit d'accès, le droit de rectification des données, le droit d'opposition par rapport au traitement des données, etc. Donc, le DPO, en externe, il doit mettre un système, une adresse mail par exemple, à partir de laquelle on peut le contacter pour exercer les droits. C'est très très important parce que si on n'a pas de la procédure en interne, les sanctions ils peuvent être très lourdes. D'accord? Donc il faut mettre en place le process. Ensuite, on a la gestion des fournisseurs et des sous-traitants. D'accord? Parce que aussi, les défis quotidiens du DPO, c'est d'être en conformité même en externe. Donc si vous avez des sous-traitants, les données personnelles, il faut savoir qu'il est absolument nécessaire de mettre des contrats de protection des données personnelles. D'ailleurs, même c'est sûr qu'à un certain moment, l'entreprise ou le sous-traitant, il va vous demander de mettre en place le contrat de traitement des données personnelles. Il peut être un contrat indépendant, il peut être un contrat ou là une annexe ou là un avenant à un contrat de prestation de service ou là un contrat de collaboration. D'accord? Dans tous les cas, il doit y avoir un document signé par les deux parties, le responsable du traitement et le sous-traitant du traitement, pour la protection des données personnelles. D'accord? C'est une exigence juridique, donc on ne peut pas la contourner. Et ensuite, toujours la conformité en externe, on a la veille juridique et technologique. Donc le DPO a la mission d'être à jour par rapport à la réglementation sur la protection des données. C'est une réglementation qui évolue. D'accord? Donc aujourd'hui la loi 1807, mais elle m'a fait une modification, mais c'est sûr qu'il y aurait des textes d'application. D'ailleurs, on a deux textes d'application, je pense, et c'est sûr qu'il y aura d'autres textes d'application. Donc le DPO, il doit être à jour avec cette réglementation, et même sur le volet technologique. D'accord? Donc l'évolution de la sécurité de l'information, l'évolution de la sécurité des données personnelles. Donc le DPO, il doit être à jour avec ces informations pour pouvoir assurer la conformité.
Alors, le dernier point par rapport aux défis quotidiens du DPO, on a la conformité vis-à-vis de l'autorité. Ok? Donc, vis-à-vis de l'autorité, le DPO, c'est le point focal entre l'autorité et l'organisme. Donc, euh, il a cette obligation en fait de communiquer à l'autorité de traitement des données personnelles d'un côté, mais il peut être aussi le point focal ou le point de communication entre l'organisme et la tutelle, par exemple. Si pour les entreprises, pour les EPE, donc pour les EPE, ils doivent rendre compte à la tutelle, même pour plusieurs secteurs d'activité. Donc, les secteurs d'activité, le DPO, donc il sera non seulement le point de communication avec l'autorité de traitement des données, mais aussi la personne qui sera chargée de prouver la conformité avec les autorités de tutelle. Ensuite, pour la conformité vis-à-vis de l'autorité, il doit aussi faire les déclarations, d'accord? Il doit faire les déclarations de traitement et obtenir les autorisations, d'accord? Parce que c'est une suite en fait. Une fois il a les premières étapes, qui est la cartographie des traitements et tout ça, les traitements de données personnelles, il commence à faire les déclarations, il commence à obtenir les différentes autorisations de l'autorité AMPDP. D'accord? Toujours vis-à-vis de l'autorité, donc il doit faire les signalements de violation aussi. Dans le même point, il faut signaler des violations de données personnelles, donc toujours vis-à-vis de l'autorité de traitement des données personnelles. Donc là, on a vu un peu les défis اللي يقدر un DPO يعيشهم au jour le jour, d'accord. فهاد la fonction حيكونوا عنده plusieurs défis. Donc on a vu qu'il y a des défis en interne, des défis en externe, les sous-traitants, tout ça, les personnes concernées, et des défis aussi pour assurer la conformité vis-à-vis de l'autorité. Voilà. Donc ça c'est en gros la mission t'as le DPO. On a aussi enfin être le principal concerné en cas d'audit ou de contrôle de l'autorité. Donc il faut savoir si vous faites l'objet d'un audit ou d'un contrôle de l'autorité, c'est le DPO qui va gérer l'opération d'audit. D'accord? Donc avec la participation de tout le monde, bien sûr, parce que c'est tout le monde qui sera concerné, mais le DPO, donc comme il est le point il est la personne qui assure la conformité, donc le contrôle ou l'audit d'une autorité de contrôle, principalement le DPO. Donc il doit fournir quand même la documentation, il doit leur donner les accès nécessaires pour vérifier s'ils sont en conformité, surtout par rapport à la sécurité des données, d'accord? Parce que l'autorité, si vous regardez bien, un nombre deux types de personnel. Un nombre les contrôleurs qui sont des juristes, d'accord? Des juristes qui maîtrisent le droit du numérique ou la protection des données personnelles, et aussi des auditeurs avec des profils techniques. Ok. Donc une fois, j'ai vécu le contrôle enfin l'audit, deux types d'audits différents. Le premier, c'était un audit d'un responsable du traitement. Le responsable du traitement, il doit être sûr que le sous-traitant il est en conformité, parce que c'est sa responsabilité. Donc, il a le droit de l'auditer. Donc, on a subi un audit d'un responsable du traitement en qualité de sous-traitant. On a aussi subi le contrôle de l'autorité de manière indirecte. Donc, les cas pratiques, on va parler de tout ça. Mais on clôture par rapport les défis quotidiens du DPO. Très bien. Alors, maintenant, on passe au partage d'expérience ou là, les cas pratiques. Alors, j'ai pas reçu de questions. Je ne sais pas si vous avez des questions. Il n'y a personne qui a demandé la parole. J'espère que Maranish Nahdar Wahdi.
Vous avez enregistré. J'ai une question. Alors, on commence avec les questions. Tfadli, madame. Madame Kouyen. Vous pouvez activer le micro, il n'y a pas de souci. Oui, alors en fait, vous avez parlé tout à l'heure du DPO qui devait faire les déclarations. Donc, c'est Absolument. lui qui fait les déclarations auprès de l'autorité nationale. Mais du coup, si la société est le sous-traitant et non pas le responsable du traitement, est-ce que c'est aussi à lui de déclarer ou est-ce que c'est le responsable du traitement ou est-ce que c'est les deux? Comment ça se fait? En fait, le DPO, هو اللي يدير les déclarations. Parce que un responsable du traitement, c'est quoi? C'est une entité. D'accord? Donc, si on prend un responsable, si on prend un exemple, Sonelgaz. Allez, on va parler. Sonelgaz, elle désigne un DPO. Donc, Sonelgaz, c'est le responsable du traitement. C'est elle le responsable du traitement. Et son DPO, la personne physique qui est le DPO, elle va commencer à faire les déclarations nécessaires auprès de l'autorité. Mais j'ai pas compris par rapport au sous-traitant, je vais En te coller. fait, oui, je vais m'expliquer mieux. Bien sûr. Alors en fait, s'il y a un DPO dans une société, Mhm. on va prendre l'exemple de Sonalgas, si vous voulez. Mais D'accord. Sonalgas n'est pas le responsable du traitement. Elle est sous-traitant d'un autre responsable du traitement. Est-ce que Sonalgas doit déclarer le traitement qu'elle fait pour le compte du responsable du traitement ou alors c'est le responsable du traitement qui le fait ou c'est les deux du coup? C'est le sous-traitant et le responsable du traitement. D'accord, très bien. Très très bonne question. Alors, il faut savoir chaque entité est complètement indépendante. D'accord? Donc déjà l'indépendance, cette indépendance juridique, donc chacun est responsable de ses traitements. Pour les déclarations, il faut déclarer toutes les opérations du traitement. D'accord? Même si je suis un sous-traitant et que je reçois, par exemple, j'ai un contrat de traitement des données avec une entreprise, c'est pas moi qui décide de la finalité, donc je suis juste un sous-traitant. Mais si je garde des données personnelles, je collecte des données personnelles dans le cadre de cette mission, hein, dans le cadre de cette mission, je collecte des données personnelles, je les conserve pendant une certaine durée, peut-être que je les transfère à l'étranger, je ne sais pas, peut-être que il y a une catégorie de données sensibles, donc tout ça, c'est à mon niveau. Donc j'ai l'obligation de le déclarer à l'autorité. D'accord. D'accord? Même si le responsable du traitement, il les a déjà déclarés à son niveau. Mais à mon niveau, je ne peux pas garder ces données personnelles et ne pas faire les déclarations. C'est très important. Donc le DPO d'un organisme, euh, il veille à la conformité de cet organisme, il veille à la conformité des sous-traitants de cet organisme. Il n'a pas l'obligation directe, mais il est responsable du choix du sous-traitant. C'est-à-dire s'il choisit un mauvais sous-traitant qui va voilà, violer des données personnelles, il va pas respecter la réglementation, il a le risque, donc il sera dans le risque d'être sanctionné par rapport à ce choix. C'est l'article 38, je crois, 38-39 de la loi 1807. Il est absolument nécessaire de mettre en place un contrat de sous-traitance des données et le choix du sous-traitant, c'est de la responsabilité du responsable du traitement. Donc c'est sa responsabilité. Si on choisit un mauvais sous-traitant et que ce sous-traitant fait l'objet d'un audit, ça peut remonter jusqu'à nous en tant que responsable du traitement et on peut être sanctionné pour ce choix. D'accord? D'accord. Voilà. Merci. Je vous en prie. Alors on continue avec les cas pratiques. Alors, très important les amis, Hadia, c'est l'erreur du démarrage. Parce qu'on est dans le démarrage de la conformité. Euh, et il y a une erreur très commune, les entreprises d'Aroha avec l'entrée en vigueur du RGPD. Donc beaucoup d'entreprises, ils ont suivi un chemin et après plusieurs mois, peut-être après une année, ils se sont retrouvés au point mort où ils étaient obligés de reprendre depuis le début. Ça, c'est une erreur, Anna, je l'appelle l'erreur du démarrage. Parce que beaucoup d'entreprises, euh, pendant plusieurs années, il n'y a rien en termes de protection des données. Et d'un coup, il faut mettre des mesures pour protéger les données personnelles.
Donc, comment ils vont procéder? Ils vont procéder comme ça. Ils vont procéder de façon aléatoire. C'est-à-dire, aujourd'hui, les droits des personnes concernées. Demain, on va mettre les mesures. On va procéder un peu par-ci, un peu par-là. Et c'est-à-dire sans une vraie stratégie de protection des données personnelles ou sans une vraie stratégie de, de, de mesure de conformité. D'accord, je ne sais pas si vous comprenez, mais j'ai vu beaucoup de cas pratiques. Il y a des entreprises qui sont avancées pendant plusieurs mois et à la fin, ils se sont retrouvés face à un mur. C'est-à-dire ils ne peuvent plus avancer avec le chemin et reprendre depuis le début et mettre en place un cadre interne de protection des données personnelles qui est signé par le plus haut organe de gestion, conseil d'administration ou l'assemblée générale, pour définir la ligne ou le chemin à suivre en termes de protection des données. D'accord? Donc, un exemple d'une société d'assurance que j'ai vécu personnellement, où ils ont fait de l'erreur, c'est-à-dire ils ont commencé de manière aléatoire à mettre en place des mesures de conformité, et après plusieurs années, pas plusieurs années, mais peut-être une année et demie, ils se sont retrouvés donc dans un point mort où ils étaient obligés de reprendre depuis le départ et mettre des mesures adéquates. Donc l'erreur à ne pas faire au départ, c'est de procéder de manière aléatoire. D'accord? Il est très important de mettre le cadre déjà. Le cadre, c'est pas le DPO qui le fait, c'est pas le juriste, c'est pas le responsable de sécurité. D'accord? Pour une organisation d'investir dans un DPO en termes de... Alors je vais vous répondre, madame. Très rapidement, le point. Euh, donc je disais que l'erreur de démarrage, elle peut coûter très cher sur le long terme. La société d'assurance اللي انا personnellement تعاملت معها, euh, au lieu d'investir le départ et faire les choses proprement, donc ils ont commencé à faire les choses aléatoirement. Aléatoirement, c'est-à-dire désigner une seule personne. Alors pour une société d'assurance, c'est quand même une grande boîte. Donc une seule personne, ما حاجة تقدر دير حاجة كبيرة وحده. Impossible. Il aura besoin d'aide. Et surtout, l'aide de l'organe de gestion, du conseil d'administration. Donc, ils ont avancé dans une direction qui n'était pas la direction de la conformité, c'était juste pour avoir un semblant de conformité. Et après plus d'une année et demie, ils se sont donc retrouvés à un point mort où ils ont repris depuis le départ, donc ils ont mis le cadre général de traitement et de protection des données personnelles, خرجوا les procédures de confidentialité et de sécurité تاعهم, داروا les sessions de sensibilisation et tout ça, tout ça, tout ça. D'accord? Donc il ne faut pas procéder de manière aléatoire. Donc واحد le client كنا نهضر معاه ce matin, قلت له il faut pas وين يشعل النار نروح نطفي من بعد زاد شعلت منا نروح نطفي منا زاد شعلت non, il faut qu'il y ait une stratégie de protection ou là de conformité face aux données personnelles. Il ne faut pas procéder de manière aléatoire, il faut mettre le dispositif, on peut appeler ça comme on veut, hein. On peut l'appeler le dispositif de protection des données, les guidelines, je sais pas, la directive de protection des données. L'essentiel qu'il faut mettre un document de référence de protection des données pour l'organisme TACOM, quel que soit l'organisme. Surtout pour les organismes qui ont une assurance, ou là comme, je sais pas, un hôpital, ou là, voilà, une banque, un média, par exemple aussi, les médias, pareil, ils traitent beaucoup de données personnelles. Donc, il est très important de procéder de manière réfléchie et stratégique sur le long terme. Sinon, on peut se retrouver facilement fait le cas où après une année ou une année et demie, on reprend depuis le départ un moment où les autres entreprises ils ont avancé au bizarre. Parce qu'il faut savoir, être en conformité avec la protection des données personnelles ou avoir une bonne conformité avec les données personnelles, c'est une preuve d'une entreprise qui respecte les gens, qui respecte les lois de l'entreprise, qui respecte, comment dirais-je, une entreprise citoyenne, d'accord? Une entreprise responsable.
On parle de RSE, la responsabilité civile de l'entreprise. Donc, ça prouve que l'entreprise, elle respecte l'éthique et elle respecte les données de ses utilisateurs ou de ses clients. Donc, elle a une valeur éthique, elle a une valeur morale déjà, d'être en conformité par rapport à cette réglementation. Très bien, donc pour ce point, l'erreur du démarrage, j'espère que c'est clair. Je vais passer à un autre point qui est l'audit et le contrôle. On va essayer de clarifier à quoi ressemble un audit sur la protection des données. On a dépassé déjà 1 heure, donc on va essayer de faire rapidement. Donc, en fait, un audit de l'autorité de contrôle, c'est le personnel de l'autorité qui va débarquer dans votre entreprise. Ils vont vous demander les accès. D'accord, ils vont vous demander des accès administrateurs pour vérifier votre système d'information. Voilà, c'est des auditeurs et c'est des contrôleurs. Si vous regardez le texte d'application, il explique un petit peu le rôle des contrôleurs. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le contrôleur, dès qu'il commence sa mission, il va vérifier le registre de traitement, il va vérifier la charte de confidentialité, il va vérifier vos opérations de traitement, il va vérifier les opérations par exemple de sensibilisation ou de formation que vous avez fait, il va vérifier aussi toutes les dispositions de la loi 1807 si elles sont applicables dans votre organisme. Ada, c'est le contrôleur. L'auditeur, c'est autre chose. L'auditeur, il demande des accès. Parce qu'une fois qu'il a les accès administrateurs, il peut tout voir. يقدر يعرف telle ou telle personne وشنو هم les accès تاعهم. Est-ce qu'on a des données qui sont comment dirais-je, des données qui sont cryptées peut-être ou anonymisées, d'accord. Les données sensibles, est-ce qu'ils ont des mesures de sécurité nécessaires, et voilà, donc ils peuvent vérifier toutes ces informations. D'accord? C'est comme ça que se passe une opération d'audit ou là de contrôle d'une autorité de contrôle. Bon, j'ai pas subi un audit de l'AMPDP, mais j'imagine que c'est la même chose. J'imagine que c'est la même chose. Alors, l'audit de l'autorité de contrôle. Donc, c'était ça. Par rapport à l'audit de l'autorité de contrôle, ils vont faire ça. Ils peuvent vérifier vos contrats. Est-ce que les contrats des salariés, surtout les contrats du personnel qui ont accès aux données personnelles, est-ce qu'ils ont été mis à jour? Est-ce que vous avez sensibilisé ce personnel, tout ça? Donc, ils peuvent vérifier toutes les informations par rapport au respect des dispositions de la loi 1807. Par contre, il y a un autre type d'audit que j'ai subi aussi personnellement, qui est l'audit du client. D'accord? Supposons que vous êtes une entreprise et que vous êtes un sous-traitant du traitement. D'accord? Vous avez un responsable du traitement qui définit la finalité du traitement et vous êtes un sous-traitant. C'était mon cas. Et dans les contrats de sous-traitance du traitement, il faut savoir que vous allez retrouver des clauses d'audit. D'accord? Il y a beaucoup de responsables du traitement qui vont utiliser cette option et auditer les sous-traitants pour voir un peu s'ils sont en conformité. D'accord? Donc le responsable du traitement, quand il audite un sous-traitant, c'est pas pareil que l'autorité. D'accord? Donc parce que le contrat de sous-traitance, on va préciser les détails de la collaboration. On va préciser la finalité, on va préciser la catégorie de personnes concernées, on va préciser que le sous-traitant ne va pas traiter les données personnelles en dehors de la finalité. D'accord? On peut voir si il a l'autorisation de sous-traiter. Donc on parle là de sous-traitant ultérieur. D'accord? Le sous-traitant ultérieur, c'est autre chose qu'il faudra aussi comprendre après. Donc, c'est un autre type de contrôle, c'est un autre type d'audit, mais c'est aussi un audit très important parce qu'un client ou un responsable du traitement peut faire ou la mettre fin à un contrat, voilà, si on ne respecte pas les données personnelles. Aussi, par rapport au contrôle, il faut savoir que
il faut s'attendre les prochaines années, je vais dire, parce que en 2023, je pense pas qu'il y aura beaucoup d'impact, mais à partir de 2024-2025, c'est sûr qu'il y aura un impact important, où toutes les entreprises, ils vont commencer à mettre en place comment on appelle ça, des questionnaires de protection des données personnelles. Par exemple, on recevait entre 2 jusqu'à 5 questionnaires de protection des données personnelles par les clients, les connaissances. Donc, tout le monde, tous les clients, surtout si vous travaillez dans une entreprise, il y a plusieurs types de clients. D'accord? Il y a différents types de clients. Donc, les clients, ils vont vous envoyer des questionnaires sur les données personnelles. Ils vont vous envoyer des audits, des contrôles. C'est leur droit, c'est une obligation juridique, donc c'est tout à fait normal de s'attendre à ce genre de choses. Enfin, la dernière expérience que je veux partager avec vous concerne les données sensibles. Alors, les données sensibles, on ne les a pas définies tout à l'heure, mais les données sensibles, on a les données euh, c'est-à-dire le législateur, comme les réglementations, hein. C'est-à-dire c'est pas uniquement le RGPD ou là. Comme les réglementations, c'est la même définition, tu as les données sensibles. Quand on parle de données sensibles, on parle de données génétiques, des données de santé, des données, des informations d'appartenance syndicale, d'appartenance religieuse. Donc c'est des informations, on peut dire que c'est des informations qui concernent des personnes, mais qui sont très privées, très intimes, on va dire. D'accord? Donc, il n'y a personne qui veut partager ses convictions politiques, par exemple, avec tout le monde, à part les gens qui s'exposent. Mais voilà, les données de santé, pareil, les données de santé, je pense que pour les entreprises, les données de santé, c'est ça les données sensibles. Parce que c'est rare qu'une entreprise collecte des données de leur personnel, par exemple, ou là, de leurs clients qui concernent les opinions politiques. Mais les données de santé, on collecte les informations de nos collaborateurs, de nos salariés, par exemple, par rapport à leur santé et tout ça. Donc, c'est des données sensibles. Voilà, donc les données sensibles, il faut les traiter d'une manière, il faut mettre plus d'efforts dans leur sécurité. D'accord? Donc, si vous prenez par exemple euh, un laboratoire pharmaceutique ou une clinique par exemple, une clinique de santé ou un laboratoire pharmaceutique ou un laboratoire médical, en tout cas une entreprise qui est basée, la grande majorité de ces données personnelles sont des données de santé, il est absolument nécessaire de mettre des mesures de sécurité plus que les autres données. D'accord? Limiter les accès. Il ne faut pas donner un accès à ces informations à tout le monde. Donc il faut vraiment limiter l'accès à ces données personnelles, même si vous croyez que voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces données. Non, les données de santé, c'est des données sensibles, donc il faut les protéger, il faut leur donner en fait un point de plus de, euh, de sécurité pour les données de santé. Pour les données de santé aussi, j'ai eu l'expérience avec un grand laboratoire français, suisse, mais c'était la partie française qui était concernée par ce scandale. C'était un scandale en fait, parce que ils ont en fait choisi des sous-traitants qui n'étaient pas vraiment en conformité avec la loi. Et voilà, dans le secteur de la santé, surtout dans certains cas, les données de santé, elles ont une grande valeur. En quelque sorte, le laboratoire, il achetait en fait des données personnelles de gens qui étaient malades pour pouvoir leur proposer des services et des médicaments et tout ça. Donc c'était une erreur grave où ils ont été sanctionnés bien évidemment par rapport à ça. Donc il faut absolument faire attention dans le choix des sous-traitants parce que le sous-traitant il peut faire des bêtises qui peuvent se répercuter à la le responsable du traitement. Donc si vous êtes responsable du traitement. Donc voilà.
Je pense qu'on a terminé avec les expériences et les cas pratiques. Maintenant, les amis, on a dépassé 1h10 de temps. J'espère que voilà, que vous avez appris quelque chose, que c'est clair et que vous avez pris des informations. Est-ce que on va voir les questions? Quelqu'un a une question, il veut prendre la parole? Sinon, on peut regarder les questions qui sont dans le chat. Alors, bonjour à tous et à toutes. On va un peu parler de la nouvelle loi, s'il vous plaît. Absolument, Madame Haïté ici. On a parlé de la loi. Bonjour, on peut enregistrer, oui. Euh, alors, je commence par la fin. Quels sont les indicateurs clés de performance que le DPO surveille pour évaluer l'efficacité des mesures de protection des données mises en place? Alors les indicateurs, je préfère les appeler les outils, parce qu'il faut avoir des outils de contrôle. Le DPO, il est obligé d'assurer la conformité. D'accord. Et pour l'assurer, il doit surveiller, il doit auditer, il doit contrôler. Déjà, dans la première étape, lors de la mise en place de la cartographie des traitements, d'accord, lors de la mise en place de la cartographie des traitements, c'est à ce moment-là où le DPO il va comprendre quand même les opérations de traitement. Il va comprendre où il y a un problème, il va comprendre où c'est OK, d'accord. Donc, de cette manière, il a une compréhension de les opérations de traitement dans son organisme. D'accord. Après, il va mettre en place les outils de vérification, ou les indicateurs de performance avec lesquels il va vérifier, ou là il va évaluer les mesures de protection des données. Donc si j'ai bien compris la question, vous parlez des outils du DPO qu'il peut utiliser, donc il y en a plein. D'accord. Il peut les produire ou là il peut voir les collaborateurs, surtout les développeurs, pour pouvoir l'aider sur ce point. Mais après, le plus grand intérêt, je pense, c'est que le DPO devient une partie prenante dès le départ c'est-à-dire dès le départ du traitement. Dès qu'il commence le traitement, il est obligé d'être partie prenante pour pouvoir donc assurer la conformité. Ok. Donc il y a la manière de surveiller ou d'évaluer l'efficacité des mesures de protection des données personnelles. Alors, dans une boîte pharmaceutique, est-ce qu'un chargé de compliance mais est pharmacien, pas un juriste? Est-ce que c'est à lui d'être DPO ou il devrait y avoir un juriste? Alors, le profil, comme on a vu tout à l'heure, qu'est le profil idéal, mais on peut désigner une personne, bien sûr, qui a un background de pharmaceutique, qui comprend la réglementation pharmaceutique, mais il doit être aidé dans sa mission par un DPO externe, peut-être au départ, ou là par un juriste externe, d'accord? Donc, moi je pense que ça dépend, mais voilà, laboratoire pharmaceutique, c'est un peu, une boîte pharmaceutique, c'est un peu délicat, mais c'est tout à fait faisable si il trouve l'aide nécessaire. D'accord? S'il trouve l'aide nécessaire, s'il est déterminé à assurer de la mission et tout, donc il peut facilement l'assurer. Je pense que le profil du DPO, on a le profil idéal, mais le profil idéal, si on ne peut pas le trouver, on peut le créer, d'accord? La personne, qu'on a les qualités humaines nécessaires, bonne gestion, l'éthique, la compliance, tout ça, il peut assurer de la mission, bien sûr. Alors, s'il y a des non-conformités, est-ce que c'est le DPO qui sera responsable? Est-ce que les sanctions de l'AMPDP lui incombent? Alors non, le DPO, mis à part la responsabilité pénale, bien sûr, ok? Mis à part la responsabilité pénale, le DPO ne peut pas être responsable, même si il a fait des erreurs. Même s'il a fait des erreurs,
c'est pas ça, lui personnellement qui sera sanctionné, c'est le responsable du traitement. Alors je m'explique, il faut que ça soit clair. Donc, supposons on est dans une enquête pénale, d'accord, parce que la loi, elle prévoit des sanctions pénales. On est dans une enquête pénale parce que ça sera un scandale où on a trouvé des données personnelles qui ont été vendues à gauche à droite par une entreprise et on a commencé à auditer ou à faire une enquête judiciaire par rapport à ça. Bien sûr que la responsabilité de tout le monde va être mise en place ou là va être évoquée et sûrement celle du DPO. Mais c'est l'enquête qui va définir qui avait fait l'erreur ou là, qui avait fait euh, l'infraction qui a mené à ça. D'accord. Donc la responsabilité directe du DPO, non, il ne peut pas être responsable direct, mais une enquête pénale peut le définir comme responsable. Mais à part l'aspect juridique, pour un juriste, quelles sont les compétences, aspects qu'il doit absolument avoir pour être un bon DPO? Alors, Madame Zriyet, vous arrivez un peu en retard parce qu'on avait parlé de ça. Euh, alors, les compétences, en fait, c'est des compétences juridiques, techniques, éthiques, gestion de projet et communication. هادو les 5 compétences que je juge personnellement très nécessaires pour assurer la mission de DPO. Mais si on va mettre la vidéo après et vous pouvez revoir le passage. Je pense que j'ai répondu à la cam les questions. Il n'y a plus de questions, je crois. Alors, sauf si quelqu'un veut prendre la parole ou la poser une question. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie tous d'avoir participé. Merci beaucoup, les amis. Ça me fait vraiment plaisir. Yatikum Saha. Si vous avez besoin de nos services chez Ahmad Advisory, vous êtes le bienvenu. Parlez-nous, parlez de nous à votre organisme. Peut-être qu'on pourra collaborer ensemble. Merci à Adel, merci à Amal, merci à tous d'avoir participé. Merci à vous. Merci beaucoup, madame. Alors, on va mettre un post peut-être sur cette conférence et j'espère que vous allez nous laisser un petit commentaire sympathique après. Voilà. Donc, vous avez notre contact. N'hésitez pas à nous contacter si besoin. Et merci encore une fois. الناس اللي عندهم لا شانس اللي رايحين vacances, je vous souhaite bon vacances. واللي حيكملوا يخدموا في août, je vous dis bon courage. Allez, salam alaikum. Ciao.